Amis mélomanes, bonjour, Julien, vous êtes sur Parlons BO, deuxième épisode, l'épisode de l'envol. Alors justement, en parlant d'envol, c'est un petit peu beaucoup la thématique de ce deuxième épisode. Et aujourd'hui, je vous propose d'élever nos esprits, de monter, de prendre de l'altitude à travers la musique, parce que j'ai très envie de m'intéresser à l'envol. Alors c'est peut-être aussi une sorte de déformation professionnelle, puisque steward de métier, forcément l'altitude et le vol, j'aime ça, ça me parle particulièrement. Et j'aime beaucoup la représentation qu'on en fait au niveau de la musique dans les films. Parce qu'évidemment, vous le savez, la musique de film va élever énormément ce qu'on nous montre à l'image, ce qu'on veut nous faire ressentir. Et sur des séquences de vol, moi j'ai toujours trouvé que c'était un moment particulièrement intense. C'est un moment de rêve. Ça peut nous faire ressentir beaucoup de choses, l'excitation, la peur et l'émerveillement évidemment. Parce que c'est quelque chose qui est hors du commun. Et c'est aussi, pour beaucoup, un rêve de gosse que de voler. Alors j'ai parlé des avions de par mon métier, mais là dans ce programme, étant donné qu'on est sur de la musique de film, vous vous doutez que ça ne va pas concerner que les avions. C'est vraiment le vol en général, dans sa globalité. Allez, j'en dis pas davantage et je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Donc, sans plus attendre, je vous passe le premier morceau de ce deuxième épisode et comme d'habitude, on en parle juste après.
Pour ce premier morceau, on est dans l'animation, on est chez Disney aussi, puisqu'on est sur Planes, qui est un film sorti le 9 octobre 2013. C'est une composition de Mark Mancina. Ce compositeur a œuvré sur quelques Disney, dont Moana, Tarzan, Frère des ours, et sur quelques films des années 90, comme je les aime, Bad Boys, Speed 1 et 2. Alors le 2, on peut pardonner beaucoup de choses à la musique, le film, lui, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choses à lui pardonner. Et Twister. Alors là, par contre, Twister, le film en lui-même, côté effets spéciaux, bon, c'est discutable, hein, mais il reste super sympa. Côté musical, par contre, c'est une de mes compos préférées des années 90 et de Mark Mancina. Quand je pense film d'action des années 90, typiquement, le son que je retiens, c'est pas forcément celui de Hans Zimmer sur The Rock de Michael Bay, ça va être Twister. Moi, c'est clairement ce film-là que je retiens et que j'ai particulièrement aimé côté musical. Le scénario de Planes est de John Lasseter, qui était à l'origine le réalisateur de Toy Story et qui a réalisé Cars. Et de fait, s'il a voulu créer une déclinaison de Cars avec Planes, il y a eu 2 films. C'est tout à fait oubliable, vraiment, contrairement à la musique. Même si c'est pas un chef-d'œuvre. Ce que je trouve sympa avec le programme que je vous propose, c'est que ça me permet de mettre en lumière certaines compositions qui, je trouve, auraient été dommage de négliger. Là, on est sur quelque chose de très sympa, qui n'est pas représentatif de l'ensemble de l'album, je trouve. Mais le morceau que je vous ai fait écouter est composé de 2 titres. Le premier s'appelle simplement Planes, c'est le thème du personnage principal, qui s'appelle Dusty. Et ce thème-là nous replonge dans les années 90. C'est un style musical qui est, je trouve, malheureusement beaucoup trop absent des BO d'aujourd'hui. Ils sont très tristes, mornes, sans vraiment d'identité propre. Je sais bien que l'objectif parfois c'est d'essayer des trucs, ça marche, hein. Il y a des BO qui sont pas forcément thématisés, où on retrouve pas de leitmotiv. Je trouve que ça manque aujourd'hui, ce qui n'empêche pas que on entende des chefs-d'œuvre, hein, de temps en temps. Mais ce que je regrette d'entendre aujourd'hui, c'est des choses comme les produits Marvel, par exemple, qui sont vraiment... ça n'a pas d'âme. Je vous mets au défi de me sortir, je sais pas moi, le thème de Iron Man 3, par exemple. Ça reste vraiment oubliable. En dehors du thème des Avengers de Alan Silvestri, pas beaucoup de choses à retenir de tout ça. Je reviens sur le... je digresse. Je reviens sur le film. Donc le morceau que je vous ai fait écouter, là, le premier extrait, thème de Dusty, l'ouverture, on est sur des trompettes qui sont vraiment clairement très américains, très solennels, et puis avec une utilisation un petit peu plus tard de la guitare électrique, de la batterie, et puis va arriver une section des vents. Et la section des vents, elle est là pour apporter la légèreté, la voltige, la vitesse. Et c'est un thème qui est typique de Mark Mancina, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce compositeur. Même si le meilleur score, ça restera Twister. Il n'y a pas photo. Le second morceau, Dusty et Ishani, est remplacé dans le film par une chanson de Ala Rakaraman, qui est un célèbre compositeur de Bollywood qui a fait la BO de Slumdog Millionnaire. Et ce qui est arrivé pour Planes arrive souvent dans les films. Un morceau du compositeur est remplacé par une chanson sur le montage final. Ça, c'est un choix du réalisateur. Et souvent, l'album du compositeur, eh bien, est le seul moyen d'entendre ce qui a été créé par l'artiste au départ. Et c'est le cas ici aussi, hein. De fait, ce magnifique passage n'est écoutable que sur l'album de Mark Mancina. C'est dommage, mais c'est comme ça. J'aime particulièrement la deuxième partie du morceau, où la musique s'élève avec une section de cordes qui plane littéralement. Allez, notre envol se poursuit avec le deuxième morceau.
Pour ce deuxième extrait, on est sur un film sorti le 27 novembre 1991. Il s'agit de Bernard et Bianca au pays des kangourous, un Disney qui n'a pas eu un succès énorme à sa sortie. Je pense que les enfants, à l'époque, ont été un petit peu déçus de ne pas retrouver de chansons. Pour ma part, c'est ce que j'aime particulièrement dans ce film-là. Le morceau s'intitule Cody Rescues Marahute at the Nest. Et donc le compositeur, lui, s'appelle Bruce Brockton. C'est le premier film Disney sur lequel il a travaillé. C'est Jeffrey Katzenberg qui le met sur le projet. Il est alors président de Walt Disney Studios et je le mentionne parce que c'est assez drôle de savoir que plus tard il sera cofondateur de DreamWorks avec Steven Spielberg. Donc le passage en question nous fait suivre un petit garçon du nom de Cody qui vient au secours d'un aigle royal appelé Marahute qui est piégé et ligoté au sommet d'une crête. Et le motif de cuivre ascendant, lui, va illustrer la chute avec le danger qui se rapproche jusqu'au moment où le thème va arriver, au moment où Cody va atterrir sur l'aigle royal qui va se lancer dans une magnifique séquence de vol avec de nombreux points de synchro à l'image que la musique va ponctuer à plusieurs reprises. Sur ce film, le compositeur n'a pas été sollicité dès le début du projet. Lui, il est arrivé à peu près aux 2/3 du développement. Et la séquence qu'on vient d'entendre devait être à la base animée sur la musique. Comme ça a été fait d'ailleurs par Steven Spielberg sur la fin de E.T. John Williams a pu jouir d'une totale liberté de composition et c'est le montage qui s'est calé sur la musique. Là, ça devait se passer exactement de cette façon, sauf que ça a été abandonné. Et le compositeur en est ravi, il reconnaît que les animateurs ont eu une totale liberté et ça se voit complètement à l'image. Si vous n'avez jamais vu le film, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, mais en tout cas ce passage d'animation vraiment est à tomber par terre, vraiment. Le thème qu'on entend est, selon les propres mots du compositeur, Bruce Brockton, un thème plongeant, vertigineux, presque spirituel. Le film se passe en Australie, donc on va entendre sur la BO l'utilisation d'instruments ethniques et de son tribal. Et cette séquence-là, en particulier, pour moi, ça a été une découverte pendant une bande-annonce. Alors, je sais plus quel film était projeté derrière, mais je me rappelle vraiment de cette séquence-là. Ça m'avait scotché sur mon fauteuil à l'époque, et j'avais hâte de découvrir l'ensemble du long métrage. Tout ça pour dire que si Disney a utilisé cette séquence-là comme une bande-annonce pour présenter le long métrage, c'est qu'ils étaient déjà confiants sur à la fois l'animation et la musique. Parce que, à moins que ma mémoire me fasse défaut, je suis quasiment persuadé que la musique était déjà sur le montage qui servait de bande-annonce. Allez, je vous propose d'écouter le 3e morceau de cette émission.
Magnifique thème pour ce film, avec lequel on reste pleinement dans la thématique du vol, puisqu'on est sur Peter Pan, le Peter Pan de 2003. Donc ça a été composé en 2003, mais le film est sorti en France le 4 février 2004. Et c'est une musique composée par James Newton Howard. Le morceau que je vous ai passé est tiré de la réédition de la BO éditée, cette fois-ci par Intrada Records en 2023. Et elle est composée de deux parties, The Hidden Kiss, le baiser caché, et Peter Returns, le retour de Peter. Alors c'est une musique que vous avez pu entendre pendant quelques temps, il y a quelques années, sur les spots publicitaires de Disneyland Paris. Donc elle a pu tourner dans pas mal de têtes, mais ça reste pour moi un des plus beaux morceaux de James Newton Howard. La première partie, donc The Hidden Kiss, le baiser caché, c'est le moment où Peter est quasiment vaincu par son ennemi de toujours, le capitaine Crochet. Il est au sol, quasiment mort, lorsque Wendy va lui déposer un vrai baiser et non un échange de dés à coudre, ce qui est un renvoi direct au compte. Et l'effet va être, on l'entend avec la musique, qu'il revienne à la vie, s'élève vers le ciel et se prépare à engager un combat contre le capitaine Crochet avec une déferlante affreuse d'effets numériques. J'en ai les yeux qui ont saigné. La musique, par contre, va se révéler absolument majestueuse, avec une première mention du thème avec cet effet de batterie. Et au moment où Peter va s'élever vers le ciel, et là, on n'a plus ces effets de batterie, on n'a que l'orchestre symphonique, avec un thème qui peut s'exprimer tout à fait librement, de la plus belle façon qui soit, jusqu'à la deuxième partie que je vous ai passée, qui correspond au final du film. On sent que ça clôture l'image, puisque là, le thème vraiment s'empare de l'image. Et c'est ce que j'aime avec les films à l'ancienne, entre guillemets. On a vraiment une thématique forte au sein du score, ce qui est le cas pour celui-là, ce qui permet de clôturer le film comme on pouvait le trouver sur des musiques de films de mon enfance, en tout cas des années 80, 90, y compris sur des Disney antérieurs, quelque chose qui aujourd'hui ne se fait plus. C'est-à-dire un film qui propose une musique dont la structure symphonique est identifiable, avec des leitmotifs, des thèmes qui reviennent. Aujourd'hui, malheureusement, ça ne se fait plus, on n'est plus sur cette idée-là, on a affaire à un travail assez générique, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et ça fait du bien de réécouter des morceaux, des musiques de films, qui proposent ce travail thématique. Allez, on part sur le quatrième film. Là, je l'avoue, je me suis fait un petit peu plaisir. C'est une trilogie, j'en dis pas plus, si ce n'est que je vous embarque pour un peu moins de 9 minutes de musique. C'était nécessaire. C'était nécessaire. C'est clairement la pièce maîtresse de l'émission. C'est pour ça que je l'ai placé au centre. J'en dis pas plus. Laissez-vous embarquer, c'est parti.
Et oui, encore un film d'animation, c'est une trilogie comme je l'ai dit avant, et donc on est sur Dragon 1, 2, 3 qui s'échelonne entre 2010, 2014 et 2019 pour le dernier. C'est une musique de John Powell, et les extraits que je vous ai proposés sont issus de la version complète du score réédité par Vares Sarabande au début de l'année 2024. Test Drive, qui est le premier morceau de la suite que vous venez d'entendre, propose des sonorités celtiques, épiques, c'est du très grand John Powell, au niveau grandiose, c'est parmi ce qu'il a fait de mieux, clairement. Le morceau évoque la stabilité, on sent le vol à travers les mouvements stables de l'orchestre, puisqu'à ce stade-là, le héros, Harold, réalise son premier vol sur le dos de Croque-Mou, jusqu'au moment où il va perdre le contrôle, et c'est quelque chose sur lequel le film se repose énormément. Cette dépendance entre le jeune garçon et le dragon, dans le sens où le jeune garçon est responsable du handicap du dragon qui, lorsqu'il a essayé de le capturer, s'est écroulé au sol, a perdu la mobilité de sa queue et lui a confectionné une queue artificielle de remplacement qu'il doit contrôler avec une sorte d'étrier, comme on contrôlerait un cheval par exemple. Harold s'est créé une sorte d'anti-sèche pour arriver à contrôler le dragon et il va la perdre. Et à ce moment-là, c'est la panique, chute libre, c'est ce qu'on entend à travers la musique avec une accélération du rendu de l'orchestre, un changement de ton, jusqu'au moment où il va récupérer in extremis le contrôle en se départissant complètement de son anti-sèche qui parasite sa capacité à voler. Et à ce moment-là, le thème va revenir encore plus fort, encore plus épique et jouer beaucoup plus vite pour coller à ce qu'on nous montre à l'image, à savoir un slalom entre les rochers qui est, avec la musique, absolument magnifique. La deuxième partie de cette suite, qui s'appelle Flying with Mother, nous montre Harold volant avec sa mère sur leurs dragons respectifs. C'est tiré du deuxième film, et on y entend nouveau thème pour Croque-Mou dans ce deuxième film, qui est entrelacé par le thème de la maturité d'Harold, qui en fait à ce moment-là doit prendre conscience de sa nécessité pour lui de devenir chef, même s'il n'en a pas envie. Le film va le contraindre à embrasser cette responsabilité. Et on enchaîne ensuite avec le troisième film, un extrait qui s'appelle Armada Battle, qui propose de réentendre les thèmes de tous les films, qui sont intriqués les uns dans les autres, au moment de cette bataille finale. Et là, l'intérêt, c'est d'entendre comment John Powell a su à la fois réutiliser ses anciens thèmes, avec une cohérence qui donne tout son sens à la musique, et c'est tout l'intérêt d'un travail thématique. À savoir que les thèmes au sein des trois films vont évoluer dans leurs arrangements, dans leur tonalité, et vont raconter tour à tour la maturité des personnages, le souvenir des disparus, de nouvelles alliances, et également, là, ce qu'on entend dans le troisième film, le coup de foudre entre Croque-Mou et la dragonne. Tout ça pendant une séquence d'action aérienne que John Powell va utiliser musicalement pour créer une sorte de récapitulatif de tout ce qu'il a créé au sein de cette trilogie pour donner à l'ensemble une forme cohérente. Et on clôture cette suite avec une reprise du thème de Dragon. Le morceau s'appelle Boat Epilogue, où le thème revient pour une toute dernière fois avant le générique de fin. Ce que j'apprécie dans cette BO, c'est ce que j'ai dit, c'est un ensemble totalement homogène. Et en même temps, quand on écoute l'évolution entre la première, la seconde et la troisième BO, on sent que Powell a eu à la fois plus de moyens au niveau orchestral, parce que la BO du 3 s'approche énormément de ce que peut faire un John Williams sur un Star Wars ou quelque chose de très épique. Et on sent également que Powell arrive à maîtriser à 100% son sujet quand il se retrouve à travailler sur le troisième film. Alors je croyais cette trilogie achevée, cette saga terminée, et j'ai appris il y a quelques temps qu'un film en prise de vue réelle est en préparation. Une première bande-annonce vient de sortir. Ça a l'air absolument, alors je ne vais pas dire catastrophique, mais en tout cas sans intérêt. Parce que le peu que j'ai vu reprend plan pour plan ce qu'on voit dans le premier film d'animation. Par contre, je vais être assez curieux de voir ce que John Powell va pouvoir créer de neuf à partir de l'ancien. Ça va être, je l'ai lu de sa propre plume, soit le travail le plus facile qui soit le travail le plus compliqué qu'il ait jamais eu à battre. Parce que faire du neuf avec du vieux, relativement compliqué. Donc j'irai pas voir ce film en salle, parce que je suis absolument pas curieux de voir ce que ça va donner. J'ai pas envie de cautionner ce genre de choses.
Je commence à en avoir assez de voir qu'on n'est pas capable de créer de la nouveauté, du neuf, et cette mode de créer des films live action à partir de films d'animation, faut que ça s'arrête. Arrêtez avec ça. Faites du neuf, du neuf, du neuf, du neuf. Allez, c'est parti pour le 5e film. Je vous laisse écouter. On en parle juste après. Pour ce film, on est sur une sortie en 2006. C'est une musique composée par Trevor Rabin pour un film qui s'appelle Fly Boys, qui ne m'a laissé aucun souvenir, ou très peu. Cette musique, par contre, m'a laissé de très très bons souvenirs. Le score en lui-même, dans sa globalité, bon, n'a rien d'exceptionnel. L'intérêt que je lui porte, c'est que le compositeur Trevor Rabin, qui habituellement étant guitariste de profession, utilise beaucoup d'effets de guitare électrique, de synthétiseurs, qui ont très mal vieilli d'ailleurs la plupart du temps, va ici utiliser un ensemble symphonique qui est, je crois, le plus large qu'il n'ait jamais utilisé dans ses musiques de films. Et c'était un compositeur récurrent dans les années 90 pour quiconque a vu les films des productions Bruckheimer, donc Bad Boys 2, Armageddon, Con Air, qui s'appelle en français Les Ailes de l'Enfer. Bref, avec du très bon et du très mauvais, et des films qui sont pour la plupart complètement oubliables. Le titre du morceau est d'une très grande originalité puisqu'il s'appelle Rollings and Lucian Fly. Et ce qui m'intéresse ici, c'est la structure du morceau, avec un début relativement posé et calme, une accélération de l'orchestre où on sent qu'il se passe quelque chose, et pour une bonne raison, puisque l'avion va accélérer sur la piste, les roues vont se détacher du sol, et le thème va arriver au moment où l'avion va commencer son envol. Et là, on est sur quelque chose de planant. Hein. Clairement, on est sur un morceau qui est... c'est quelque chose qu'on retrouve dans la plupart des extraits que je vous ai fait écouter. Quelque chose de très lent, de très ample, vraiment d'aérien. Et lorsque le thème va être cité pour la deuxième fois, Trevor Rabin va intégrer des chœurs pour renforcer justement ce côté hors du commun, pour appuyer peut-être un peu lourdement, en tout cas à l'image, le côté merveilleux du vol. Mais à l'écoute, en tout cas, dépouillé de l'image, c'est un morceau qui se suffit à lui-même et que je prends toujours plaisir à réécouter de temps en temps. On passe au 6e film et c'est un extrait qui va inviter à la comparaison avec le film précédent. Je vous laisse écouter.
Là, on est en 1985. Il s'agit évidemment, c'est culte, vous l'aurez reconnu, de Out of Africa, un film de Sidney Pollack, une musique composée par l'énorme John Barry. Ce film culte se situe en 1913 et il offre une scène mythique qui est la scène dépeinte par cette musique, une scène mythique du cinéma avec un survol du Kenya. C'est une histoire d'amour hollywoodienne qui a été la porte d'entrée dans la musique de John Barry pour beaucoup de personnes. Ce qui me concerne, ça a plus été James Bond. John Barry, quand j'entends sa musique très régulièrement, et c'est le cas pour le morceau que l'on vient d'écouter, ça sonne James Bond. C'est lui qui a posé les jalons de cette saga. Et à chaque fois que j'entends une musique de John Barry, ça sort du même cerveau, il n'y a pas de mystère. Hein. Ça sonne James Bond, on s'y croit presque. Le morceau s'intitule Flying Over Africa. Pourquoi en introduction je vous disais qu'on pouvait comparer ce morceau-là avec le précédent? Simplement parce que quand vous regardez les deux films, ça dépeint plus ou moins le même type d'histoire. Ce sont deux personnages qui tombent amoureux, qui a priori n'ont pas grand-chose en commun. Un est aventurier, l'autre est vraiment ancré sur le plancher des vaches, et leur amour va naître pendant une séquence aérienne. Voilà le point commun entre les deux séquences, et au niveau de la mise en musique, on voit aussi quelques similarités sur l'utilisation des sections de cordes, sur l'utilisation des chœurs également, pas placés de la même manière ni au même endroit, mais en tout cas, on retrouve ces similitudes. Preuve que dans la musique de film, quel que soit le compositeur, on retrouve quand même les mêmes techniques pour illustrer les mêmes scènes. Là où dans certains films, les effets sonores sont à égalité avec le mixage de la musique, eh bien ici, le mixage du film laisse la part belle à la composition de John Barry. Encore une fois, séquence de vol, on retrouve une nappe de cordes dense, très enveloppante, et des chœurs qui symbolisent l'importance romantique de la scène entre les deux personnages qui voient naître leur histoire d'amour. La protagoniste s'appelle Karen, c'est une riche propriétaire terrienne au Kenya, et elle va tomber amoureuse de Dennis qui est à l'opposé de son milieu social à elle. C'est un chasseur en quête d'aventure. C'est une structure romantique qu'on va trouver régulièrement dans de nombreux films hollywoodiens tels que Titanic, pour citer que celui-là. Ce cliché d'une femme riche en quête d'indépendance et cherchant à quitter sa condition et qui va tomber amoureuse d'un homme qui est à l'opposé complet de son milieu social. Ici, le réalisateur laisse la part belle à la musique, la part belle au paysage, c'est absolument magnifique, tant à regarder qu'à écouter. Allez, on passe au 7e et avant-dernier film.
Ah, ce film, qu'est-ce qu'il peut diviser? Qu'est-ce qu'il peut diviser? Pearl Harbor, Michael Bay, sorti le 25 mai 2001, musique de Hans Zimmer. Le morceau s'appelle Tennessee. Il divise ce film parce que il est très mauvais, faut le dire, côté romance, même ridicule, vraiment ridicule. C'est mal dirigé, mal joué, c'est vraiment à côté de ses pompes. Par contre, côté action, c'est du très 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 bon. C'est du Michael Bay. Je pense notamment, et c'est la scène qui me vient en tête de suite quand je passe à ce film-là, la scène du bombardement de Pearl Harbor où on suit la trajectoire de cette bombe avec une caméra qui plonge directement sur le croiseur et qui fait tout exploser. C'est une maestria de l'image. Là, vraiment, niveau mise en scène de Bay, il fait le taf, il n'y a pas de souci. Après tout, Michael Bay, c'est Mr. Explosion, hein. Ce morceau, qui est présent dans l'album sorti en 2001, n'est pas totalement présent tel quel dans le film. Ça, c'est quelque chose qui revient très régulièrement dans la musique de film, d'ailleurs. Les versions film ne sont pas encore sorties, d'ailleurs. Et c'est dommage, parce que c'est un score qui mériterait une version complète sur 2 ou 3 CD. L'album sorti en 2001 n'est qu'un extrait, en quelque sorte, de toute la musique qui est présente dans le film, et eh bien, cet album omet une bonne partie des morceaux d'action composés par Zimmer, ce qui est vraiment dommage, à mon avis, parce qu'il y a beaucoup de choses qui auraient trouvé leur place, sachant que là, si on écoute l'album, on a un concentré à 80% de morceaux romantiques. Je m'en plains pas, c'est beau, il n'y a pas de souci. Mais ça omet le côté action et Zimmer, c'est aussi ça. C'est aussi l'action, c'est aussi des morceaux assez massifs. Et c'est l'identité du film également. Donc c'est dommage, je trouve, d'avoir un album officiel qui ne représente que, on va dire, allez, 40% de ce qu'apporte le film. Parce que c'est 40% de romance pour 60% d'action, et d'action vraiment très bien mise en scène. Beaucoup d'effets pratiques, pas beaucoup d'effets numériques, et on peut regretter du coup que la partie musicale ne soit pas bien représentée à ce niveau-là dans l'album officiel. Ce morceau s'appelle Tennessee. Pourquoi Tennessee? Eh bien parce que les deux personnages alors enfants que l'on découvre sont originaires du Tennessee, et la volonté du réalisateur, c'était de montrer que les héros de la guerre sont originaires de la campagne, entre guillemets, des gens comme tout le monde. Et Zimmer a voulu collaborer à ce message-là en créant une musique pour ce thème-là, dépouillée, simple, par souci de ne pas alourdir la mise en scène de Michael Bay, qui déjà par lui-même a tendance à avoir une mise en scène très lourde, très appuyée, tout du moins. Et donc, pour pas rendre la chose encore plus indigeste, lui en contraste, a voulu proposer quelque chose de plus léger. C'est d'ailleurs Zimmer qui explique que le motif qu'il a créé, il le voulait intemporel et universel, et dans le sens où ces événements sont extraordinaires, ont bouleversé l'humanité, son choix, lui, musicalement, pour introduire cette histoire, fut l'ordinaire, fait quelque chose de simple, et qui n'est présenté d'ailleurs qu'au piano et aux cordes. Si on écoute le morceau, on se rend compte que on ne va pas vers un développement orchestral avec un changement de tonalité. On a une apparition très discrète à la toute fin du morceau d'une section de chœur. En dehors de ça, le morceau, lui, n'évolue pas vraiment. La structure reste assez simple et minimaliste. Donc ce thème, c'est à la fois un thème d'amour, une ode au vol, dans sa forme la plus lyrique, une ode au vol dont vous devez maintenant commencer à reconnaître l'identité musicale. Quelque chose de très ample, de posé, de planant, au sens premier du terme. Et ce passage-là, cet extrait, ne fait pas exception. Et voici maintenant le 8e et dernier morceau que je vous propose sur cette thématique du vol. Et je pense qu'on va finir en beauté.
Encore un morceau culte, on est en 1982, très très belle année, objectivement. Un morceau de John Williams pour un film de Steven Spielberg, il s'agit bien évidemment de E.T. l'extraterrestre, et le morceau s'appelle The Magic of Halloween. Sur cette scène, Elliot est sur son vélo, E.T. est dans le panier, à l'avant du vélo, Elliot pédale dans la forêt et à un moment donné s'arrête, ne pouvant aller plus loin. C'est alors qu'E.T. prend les commandes, fait foncer le vélo vers un précipice. Le vélo est en passe de chuter et là le thème du vol se déploie alors que le jeune garçon E.T. s'envole dans la nuit et on est face à une image iconique de cette silhouette du garçon à vélo et de E.T. passant devant une lune gigantesque. Puis l'orchestre va entamer sa descente jusqu'à un brusque arrêt symbolisant l'atterrissage plutôt brutal d'Elliot. Plus tard, dans la BO, alors que le groupe d'enfants va escorter E.T. à vélo jusqu'à son vaisseau spatial après la poursuite à bicyclette, ils vont à nouveau redécoller tous ensemble et cette fois-ci leur atterrissage sera réussi et la musique d'ailleurs se ponctuera vers une note haute en lieu et place de cette note basse que l'on a pu entendre juste précédemment. Ce qui est très intéressant sur le traitement thématique du film, c'est que ce thème, le thème du vol, qui est le thème de E.T., n'est dévoilé dans son intégralité que à ce moment-là du film, au moment où E.T. montre à Elliot le plein potentiel de ses pouvoirs, et tout au long du film, jusqu'à ce point précis, le thème n'est qu'évoqué en filigrane, coupé, tronqué, quelques extraits de ci de là. C'est la première fois qu'on l'entend dans son intégralité, avant de revenir à la toute fin du film pour la séquence finale. L'enregistrement que je vous ai passé est issu d'une réédition complète de La La Land Records parue en 2017 à l'occasion du 35e anniversaire du film. Et ben voilà pour le dernier extrait de cette émission. Alors j'aurais pu passer d'autres morceaux à la place de ceux que j'ai choisis qui étaient également emblématiques. Il y en a beaucoup d'autres. Superman de John Williams par exemple, mais je m'efforce de passer plusieurs compositeurs différents. J'avais à cœur de vous passer E.T., donc passer Superman, c'était 2 fois John Williams. Bon, pour l'instant, je me refuse cette facilité. On verra en évoluant si la pertinence fait que je peux m'affranchir de ça. En tout cas, là, j'avais à cœur de vous faire découvrir des choses assez différentes. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Comme je l'ai dit la première fois, je vais m'en nourrir pour m'améliorer. Et en attendant de vous retrouver, je vous laisse avec un dernier morceau bonus, entre guillemets, James Horner, un documentaire qu'il a mis en musique et qui s'appelle Living in the Age of Airplanes. Le morceau s'appelle Home et c'est un morceau particulier pour moi parce que cet album est un album posthume. Le documentaire date en effet de 2015, la musique a certainement été enregistrée dans la même période, donc quelques mois, semaines avant son décès, et l'album lui n'est sorti qu'en 2018, donc il s'est fait désirer. Il est sorti quelques années après le décès de James Horner, survenu brusquement en juin 2015. C'est un morceau que je trouve émouvant quand on sait dans quelles conditions, dans quel contexte cet album est sorti. Le titre Home, le foyer, c'est l'endroit où l'on aspire à se retrouver lorsqu'on est parti loin de chez soi et c'est aussi le sentiment que j'ai lorsque je me pose enfin au retour d'une fatigante semaine de rotation. Et c'est une manière aussi de vous permettre d'atterrir en douceur et de continuer vos activités. Donc je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à très bientôt pour la prochaine émission. Merci encore.